il y a un grand réveil chez plusieurs au Québec. La réalisation que le Canada et le reste des sociétés occidentales sont engagés dans une voie dangereusement liberticide, de laquelle il sera difficile de s'extirper. L'aveu récent de Mark Zuckerberg à l'effet que Facebook a accepté de censurer certains contenus à la demande de l'administration Biden aura été l'élément déclencheur. Ces derniers réalisent désormais ce que j'affirmais dans mon billet de la semaine dernière, à savoir que la liberté individuelle est aujourd'hui menacée par ceux qui souhaitent exercer un contrôle de plus en plus grand dans la vie des gens et qu'ils justifient par leur wokisme, leur éco-anxiété ou leur conception purement biologique de la vie. Des idées qui justifient à leurs yeux une société de contrôle. Or, il y a quelque chose d'éminemment paradoxal dans la démarche de ces nouveaux éveillés, dont Mathieu Bock-Côté pour ne pas le nommer. Paradoxal car leur adhésion à cet idéal de la liberté n'efface pas leur appui à l'idée qui consiste à restreindre les libertés de la minorité et même de la majorité. Bref, ils ont une conception de la liberté qui est à géométrie variable. Cette tension est d'abord observable en ce qui a trait à leur conception de la laïcité. Donc, une petite précision qui s'impose ici. Défendre la liberté authentique ne consiste pas à défendre toutes les actions. Et tous les penseurs de ce libéralisme ont toujours insisté sur la nécessité de restreindre la liberté individuelle lorsque celle-ci pouvait porter atteinte aux libertés fondamentales d'autrui. Mais ces restrictions, lorsqu'elles s'imposent, se doivent d'être raisonnables. Donc, la liberté d'expression donne le droit de critiquer les autres, sans quoi la démocratie ne serait pas possible. Mais elle ne donne pas pour autant le droit de diffamer. Le droit à la liberté de mouvement est sacré, mais il est légitime d'imposer une limite de vitesse à vos déplacements dans une zone scolaire, par exemple. Il est aussi légitime de vous interdire de vous déplacer avec votre propre véhicule lorsque vous êtes en état d'ébriété. Ces contraintes sont normales et vous comprenez la logique, car elles vont de soi. Vous êtes des êtres raisonnables. La liberté de religion n'est pas différente. C'est un droit sacré de croire ou de ne pas croire en Dieu. Et si certaines croyances ne portent pas atteinte aux droits d'autrui, d'autres le peuvent. Et lorsque c'est le cas, elles doivent être restreintes. C'est ce que les tribunaux ou les parlements ont toujours cherché à faire. Ils ont par exemple interdit l'excision des jeunes filles au nom de croyances religieuses ou culturelles. Ils ont permis à des docteurs d'outrepasser la décision de parents qui, au nom de croyances religieuses, refusaient à leurs enfants mineurs une transfusion sanguine. Donc, mais ces restrictions sont contextuelles et elles s'appliquent au cas par cas, car certaines croyances ne sont nullement attentatoires aux droits d'autrui. Voilà pourquoi il est excessif d'imposer une restriction mur à mur à certaines croyances, car cela aurait inévitablement pour conséquence d'imposer des contraintes qui ne seraient pas rationnellement justifiables. Et c'est le cas avec la loi sur la laïcité au Québec qui interdit le port de tout signe religieux ostentatoire par des employés de l'État. En quoi le port d'un crucifix autour du cou brime la liberté d'autrui ou d'une kippa sur la tête? Certes, ça peut heurter les gens, leur déplaire, j'en conviens, mais ce n'est pas la manière avec laquelle un véritable libéralisme politique peut justifier des restrictions à la liberté des individus. On comprend que pour ces gens, la pierre angulaire qui justifie leurs restrictions est la survie du peuple québécois et de ses valeurs historiques, l'une d'elles étant la séparation de la religion de la sphère publique, qui trouve ses racines dans une large mesure sur le rejet de la grande noirceur du Plessis qui est tant regretté et critiqué dans nos livres d'histoire. Et voilà le problème. Lorsqu'on en vient à élever ces valeurs politiques à un rang égal aux principes qui peuvent raisonnablement imposer des restrictions à la liberté, donc le droit à la vie, le droit à la propriété, etc., on sort alors du libéralisme authentique qui s'efforce de toujours placer l'individu au-delà du collectif. Dans ce cas de figure, on en vient à assujettir l'individu au collectif. Et une fois ce pas franchi, une fois que l'esprit des restrictions raisonnables dans une société libre et démocratique est ainsi perverti à cause d'une exception, il devient aisé de trouver d'autres exceptions qui justifient toujours d'autres restrictions similaires. Donc, ces gens qui voient des fleurs de lys partout ont contribué à leur façon à ouvrir cette voie liberticide. Voilà pourquoi il est culotté de leur part
de s'inquiéter ainsi des dérives liberticides actuelles. On ne peut à la fois se réclamer du libéralisme tout en piétinant ses principes quand ça nous convient. C'est hypocrite et on dirait que l'éveil libertaire de ces nationalistes identitaires n'est pas vraiment lié à une opposition de principe, mais plutôt à la simple crainte de ne plus avoir le droit de critiquer ouvertement la diversité ethnoculturelle. Mais ça, c'est leur paradoxe dans un contexte formel et légal. Il ne faut pas non plus négliger à quel point leur survivalisme identitaire s'exprime également sur le plan sociétal et en quoi cela limite indûment la capacité des individus à être libres. Leur peur viscérale de l'anglais est un mal chronique dans la psyché collective de ces gens, comme si l'apprentissage de cette langue allait subitement les attirer vers l'Albion au détriment de l'appel de la race, pavant ainsi la voie à leur assimilation graduelle et irréversible. Il y a en effet chez eux une fierté à ne pas ou à mal parler l'anglais, comme si c'était un signe d'authenticité québécoise. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le degré de bilinguisme au Québec est pathétique en comparaison à d'autres sociétés dans le monde. Donc, selon des données de 2021, seul un Québécois sur deux peut participer à une conversation en anglais. Ailleurs dans le monde, de 90 à 93% des Néerlandais, par exemple, maîtrisent l'anglais. Et que nous dit le Education First English Proficiency Index qui évalue le degré de bilinguisme des adultes dans différentes sociétés? Ben, les Scandinaves ont des compétences très élevées, similaires aux gens dont l'anglais est la langue maternelle. Même chose en Allemagne et dans beaucoup de sociétés d'Europe de l'Est, où ces compétences linguistiques sont soit très élevées ou élevées. Voilà qui rend libre parler des langues étrangères, ce qui permet de bénéficier d'opportunités immenses qui permettent de se déplacer, de vivre ou de travailler à l'étranger. Or, cela fait-il en sorte que le danois, l'allemand et le tchèque soient des langues menacées de disparition? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que l'un n'empêche pas l'autre, que de parler une autre langue n'est pas synonyme de perdre sa langue maternelle, signe d'une véritable fierté nationale authentique et non celle que l'on retrouve au Québec qui élève la fermeture sur le monde en signe absolu de fierté. Fermeture qui, comme je l'ai dit, enferme le Québécois et le prive de chances considérables de pouvoir s'épanouir individuellement au cours de sa vie. Mais encore une fois, pour ces fanatiques de la fleur de lys, l'individu se doit d'être assujetti au collectif. La nation et son avenir à tout prix, même au prix de domiser les gens. Au Québec, tout est fait pour que ne sorte pas aisément de la tribu celui qui le souhaite. Vous me permettrez donc de me méfier de cet éveil libertaire de la part de ces gens qui relèvent davantage d'une indignation temporaire que d'une véritable prise de conscience du caractère liberticide du Québec. Caractère qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Ceci dit, ils ont entièrement le droit de défendre cette vision du Québec. En démocratie, on doit respecter toutes les opinions. Ils sont également libres d'offrir une critique sociologique de la diversité ethnoculturelle. Mais ils doivent néanmoins être conscients que les solutions qu'ils préconisent n'ont absolument rien de libéral. D'où la raison pour laquelle ils devraient se garder une petite gêne lorsque vient le temps de faire des sermons sur la liberté individuelle. C'est franchement gênant, à l'instar du fumeur qui pourfend l'alcoolique pour ses mauvaises habitudes de vie.